Depuis que je fais de la photo, le boîtier a jamais vraiment eu d'importance pour moi. Je cherchais toujours quelque chose avec lequel j'avais un bon feeling et qui soit instinctif à utiliser pendant un shooting. C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai toujours shooté sur du Canon. Là, c'est mon Canon R5 qui m'accompagne maintenant depuis 4 ou 5 ans. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ce boîtier-là pourrait être celui qui le remplace. Avant d'aller plus loin, je tiens grandement à remercier Fujifilm Suisse et particulièrement Francine qui m'a permis d'avoir tout ce matériel à disposition pendant une dizaine de jours, qui m'a pas spécialement demandé de faire cette review là, donc j'espère que ça leur plaira. Ça me garantissait aussi d'avoir mon avis propre et de pouvoir vous le donner comme je le pensais et de pas forcément être formaté par des demandes d'une marque ou quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est mon avis par rapport à ma pratique et à la façon que je travaille. Avant de vous parler un peu plus de cet appareil, je vais quand même vous expliquer un petit peu ma philosophie par rapport au matériel de manière générale. J'y porte pas une grande importance, même si j'aime forcément avoir du matériel qui soit performant pour ma pratique. Je cherche surtout effectivement quelque chose avec lequel j'ai un bon feeling. J'aime avoir un matériel avec lequel je me sens à l'aise et avec lequel j'ai pas trop besoin de réfléchir. Pour moi, un appareil photo à l'heure actuelle, ça doit être vraiment quelque chose qui nous accompagne dans la façon qu'on a de faire de l'image. Ça doit pas être quelque chose où on va perdre du temps à chercher dans un menu, à faire une configuration, etc. Ça doit être quelque chose de très instinctif, avec un très bon feeling. C'est exactement ce que j'ai moi, forcément avec mon R5. Ça fait maintenant 5 ans que je shoote avec. J'en suis très content. J'en suis toujours très content. Il arrive un petit peu en fin de vie, donc je commence à regarder ce que je peux trouver d'autre. C'était une des raisons principales pour laquelle je voulais tester ce GFX 102. Et j'ai pas été déçu. Je vous expliquerai un petit peu plus après, mais effectivement, j'ai retrouvé un feeling que j'avais avec mon autre boîtier, et ça, c'était très important pour moi. J'ai testé d'autres marques, que ce soit du Sony ou du Nikon, mais où je retrouverais vraiment pas ça, que ce soit dans les menus, dans l'ergonomie du boîtier, dans la prise en main, toutes ces choses-là. Ça me plaisait pas, simplement. Donc je suis pas allé plus loin, j'ai essayé vite fait, mais je suis pas allé plus loin. Ça m'intéressait vraiment. Hormis les capacités techniques qu'il a, il y a vraiment le feeling d'utilisation où on sent que vraiment ils ont fait un vrai travail là-dessus pour que ça soit un vrai outil de travail. Alors au niveau du matériel que j'ai pu tester, vous voyez qu'il y en a beaucoup sur cette table. Je les ai pas tous essayés parce que tous ne conviennent pas forcément à la façon dont je travaille moi. J'ai principalement utilisé le 80 mm qui est monté sur ce boîtier actuellement. La raison, c'est que moi de base je fonctionne beaucoup avec le 50 mm. Le 80 est celui qui s'en rapproche le plus. Donc c'était pour moi assez naturel d'aller là-dessus. Vraiment, c'est une très bonne optique. Enfin, toute la gamme pour le GFX sont vraiment des bonnes optiques. Il y a vraiment peu de remarques à faire là-dessus. Donc bien sûr, vu qu'on parle du GFX 102, on parle aussi d'un appareil moyen format. On a sur une autre gamme d'images aussi, enfin un autre rendu d'images. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant de travailler avec ça. Forcément, avec un capteur plus grand, on va chercher aussi d'autres choses, plus de précision en fait, de manière générale. Donc ça rentre vraiment tout à fait dans ma pratique du studio et dans ma pratique d'architecture, etc. Ça permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus de détails aussi et de pouvoir faire beaucoup plus de choses, d'être aussi plus flexible sur l'image. Ça fait des fichiers très grands, forcément, mais c'est normal. Un fichier de mémoire est de 200 mégas à peu près, contre 80 pour le R5. Dans les autres objectifs que j'ai testés, il y a eu le 50 et le 55 mm. Je voulais voir un petit peu la différence. Parce de souvenir, le 55 mm est en 1.7 et le 50 en 3.5. En termes de focale donc. Les deux restent des très bonnes optiques. Il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre, plus compact, donc suivant ce que vous avez à faire, c'est aussi plus intéressant. J'ai testé aussi le 30 mm, un petit peu le 23, très peu,
Et puis cet objectif-là qui est un tilt shift, donc un objectif à bascule, qui permet en fait, que ce soit en produit, on l'utilise aussi en architecture, ça permet de pouvoir décentrer un petit peu les choses pour changer le plan focal, donc la zone de mise au point. En architecture, c'est très utile parce que ça nous permet de pouvoir aller chercher des perspectives qui sont droites et sans perdre forcément de matière, etc. Donc c'est un objectif très spécifique, mais je voulais le tester aussi. Parce que comme je disais, en faisant aussi un peu d'architecture, c'était quelque chose qui me tente. J'ai pu tester que le 110 mm, il y a une version 30 mm aussi, donc celui-ci est beaucoup plus adapté forcément à l'architecture. Malheureusement, celui-ci, je l'avais pas dans les mains. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit aussi bon que le reste de la gamme. Comme je dis, moi je suis habitué à l'environnement Canon, donc j'ai aussi l'habitude d'avoir une certaine qualité d'optique qui est pas négligeable. Donc je suis très content d'avoir retrouvé ça là-dessus. Donc pour parler un petit peu des différents tests que j'ai faits, donc ça se résume en 4 shootings. Le premier, je l'ai fait avec les Lausanne Halls, qui est une équipe de football américain que je suis depuis plusieurs années maintenant. Ils ont reçu leur nouveau maillot, donc c'était aussi l'occasion de les mettre en avant. Donc ça m'a permis en fait de faire les premiers tests avec celui-ci. Les couleurs du club sont noires et rouges, donc on est resté un petit peu dans ce mood-là, avec forcément un accent un petit peu plus prononcé sur les maillots plutôt que sur les visages, etc. C'était très intéressant en fait de faire ce premier test parce que ça m'a permis en fait de comprendre vraiment aussi qu'est-ce que ça faisait d'avoir un moyen format dans les mains, de pouvoir zoomer dans une image et de garder un niveau de détail qui soit absolument affolant. Ça c'était le premier shooting, premier contact vraiment avec ça. Et je m'étais laissé volontairement un petit peu dans le vague, c'est-à-dire que je voulais pas arriver puis avoir lu la fiche technique complète et de savoir comment il fonctionnait dans les moindres détails. Et franchement, ça a été assez agréable parce que j'ai retrouvé facilement mes marques par rapport à ce que j'ai l'habitude. Quand j'avais quelque chose à aller chercher dans un menu, je le trouvais rapidement. J'avais pas trop besoin de me fatiguer là-dessus. De nouveau, la prise en main, elle est vraiment agréable. Ils ont fait vraiment plein de petites choses qui sont cool. Notamment, moi, ce que j'avais pas l'habitude sur mon Canon, c'est au niveau de l'écran, qu'on puisse avoir une inclinaison comme ça, mais qu'on ait aussi la possibilité de l'avoir dans ce sens-là. Alors ça, je vais pas vous mentir, je l'ai pas trouvé tout de suite, c'est venu après. Mais j'ai trouvé, au moment où j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça, j'ai trouvé ça très malin. Un des autres trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce boîtier-là, c'est au niveau du viseur. Donc le fait que vous puissiez le détacher et qu'ils aient en fait cette pièce-là qui peut venir s'ajouter, en fait, que vous allez venir vraiment mettre en plus là-dessus, sur lequel vous venez encore remettre le viseur. Et en fait, ça vous permet de pouvoir avoir bêtement un viseur poitrine, comme vous avez un peu dans les vieux appareils moyen format analogique, argentique. Et du coup, je trouvais ça très intéressant au départ. Je pense que je pourrais en avoir l'utilité sur une session portrait ou sur des choses peut-être extérieures. En studio, au final, vu qu'il y a l'émetteur en fait pour le flash qui vient encore dessus, ça fait vite du poids dessus, c'est beaucoup moins maniable. Donc au final, c'est quelque chose que j'ai pas utilisé, mais je trouvais que le concept et l'idée de base étaient intéressantes. C'est pas quelque chose que j'ai spécialement vu dans d'autres marques, donc je trouvais ça vraiment bien. Au final, la plupart du temps, je l'ai utilisé comme ça, donc avec simplement mon transmetteur flash dessus. Mais le fait de pouvoir mettre et enlever le viseur, c'est une très bonne chose. Le viseur est d'une bonne qualité, très bonne qualité. Moi, très sincèrement, j'en ai pas une utilité magistrale. Parce que j'ai l'habitude de shooter avec l'écran arrière. Puis surtout, je shoot toujours en connecté quand je suis en studio, donc j'ai toujours un retour sur mon ordinateur et sur un écran plus grand. Après, moi personnellement, j'en ai pas une utilité monstrueuse. Donc ça, c'était un des premiers shootings. Le deuxième que j'ai fait, c'était avec la marque Twisted Ego, qui est tenue par Lucie, donc qui est une amie à moi avec qui je travaille aussi depuis une année, 2 ans maintenant. Là, ça m'a permis de tester un petit peu des choses différentes. J'ai pu tester un petit peu le 50-55 mm aussi.
pour voir un petit peu les différences, et puis faire aussi de la pose longue, chose que je fais quand même beaucoup aussi dans ma pratique. On est toujours sur une ambiance assez sombre avec elle, parce que c'est sa DA simplement, donc on suit ça. On va aller chercher des lumières vraiment, là on était sur une lumière en douche très simple, etc., pour aller vraiment chercher, dessiner les textures de ses habits, etc. Donc on est vraiment allé chercher ça. Les rendus de peau sont vraiment très intéressants. Moi c'est un des trucs qui est important pour moi aussi, parce que je fais beaucoup de portraits, donc j'ai quand même envie d'avoir des peaux qui ressortent bien, qui ressortent juste aussi, qui soient belles. La seule chose qui m'a surprise, et ça c'est peut-être un des plus gros et le seul mauvais point que je vais lui donner, c'est que j'ai eu des alertes de surchauffe. Que je trouve surprenant en fait en shootant. Je ne sais pas après si ça vient de l'environnement de mon studio qui est quand même assez chaud, ou si c'est le fait d'avoir shooté beaucoup pendant longtemps, etc. J'en ai pas la raison, mais le résultat est que j'ai eu 2 fois des alertes de température. Alors ça m'a pas empêché de shooter, j'ai pas dû arrêter de shooter pour qu'il refroidisse, etc. Mais j'avoue que, étant quand même propriétaire d'un R5, les alertes de chaleur, j'aime pas beaucoup ça. Parce que sur un R5, une alerte de chaleur, ça implique que dans les 10 prochaines minutes, vous allez prendre une pause. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une alerte en shootant, que ce soit en raval ou etc. Je l'ai eu surtout en vidéo avec le R5. Mais voilà, j'aime pas les alertes de chaleur parce que théoriquement, de base, j'aime pas avoir une alerte sur un appareil photo. Ça me plaît pas des masses. Donc c'est le seul un petit peu point négatif que j'ai eu, sinon pour tout le reste, il a fait son job comme j'avais besoin qu'il le fasse. La troisième session que j'ai faite, c'était une session nature morte. Là, j'aurais fait un setup très simple. J'aurais posé une pièce avec une lampe, un setup vraiment très basique. L'idée principale, c'était de tester le tilt shift, donc ce qu'on appelle c'est un objectif à décentrement. Donc c'est vraiment un objectif que vous allez mettre en place et qui va vous permettre en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous pouvez déplacer ce qu'on appelle le plan focal, que ça soit l'angle que vous allez lui donner ou vraiment la hauteur, et ça permet en fait en architecture, ça permet typiquement d'aller garder les perspectives, de les garder droites, de pouvoir changer en fait la hauteur. Par exemple, sur des grands bâtiments, c'est très pratique, très utile. Là, en photo plus nature morte produit, ça permet de changer le plan focal et de pouvoir faire en sorte que toute la pièce soit à focus, malgré le fait qu'on soit pas pile en face. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis le dernier setup que j'ai fait, là, je l'ai fait en lumière continue. Donc c'était aussi avec Twisted Ego, donc aussi avec Lucie. On avait de toute façon prévu à la base de faire de la vidéo, mais du coup j'en ai profité pour faire aussi de la photo avec justement cet appareil-là en lumière continue, pour voir comment il réagissait un tout petit peu. En soi, de la lumière, c'est de la lumière, hein, on est bien d'accord. Une fois que notre lumière est construite, qu'elle soit en flash ou en lumière continue, on arrive toujours à avoir un résultat. Donc là, c'était vraiment une petite mise en place de décor assez simple. On avait un maquillage qui était très sombre, le visage, toute la peau était très sombre, très noire. Donc j'étais content aussi de voir qu'il réagissait très bien là-dessus, pour aller chercher l'œil, etc. Ça ne lui changeait pas grand-chose. Au final, il a fonctionné vraiment de la même manière. Un autre truc que je me suis quand même rendu compte avec les différents shootings, où là j'ai pas trouvé de solution, peut-être qu'il existe quelque chose, c'est quand il fait la mise au point, donc je l'ai configuré pour qu'il soit en mode vraiment mise au point sur l'œil, il me montrait pas toujours la mise au point sur l'œil. Il faisait par exemple, il me marquait un carré sur le corps de la personne, mais par contre à l'image, une fois que l'image est prise, on voyait la mise au point sur l'œil. J'ai pas trouvé de façon pour avoir vraiment cette mise au point vraiment faite sur l'œil, qu'on le voit, que ça soit quelque chose qu'on remarque et qu'on puisse utiliser. Mais ça, au final, c'est un détail, parce que je savais que derrière, il faisait le travail et que je pouvais vérifier si c'était bon ou pas. Et puis, il m'a jamais fait défaut. Un autre truc que je trouvais cool, c'est qu'on pouvait choisir en fait entre l'œil droit et l'œil gauche pour faire la mise au point, ce qui est très pratique aussi selon ce qu'on a à shooter.
Franchement, autofocus, très bon, très performant. La réactivité est bonne aussi pour un moyen format. Alors forcément, je l'ai pas amené dans des conditions type photo de sport, photo animalière et des choses comme ça, où la rafale est pas monstrueuse, mais en même temps, ça reste un moyen format. On va pas lui demander de faire du 30 images secondes en rafale avec des fichiers à 200 mégas. Et puis c'est de nouveau, moi je m'en fiche parce que c'est pas l'utilisation que je vais en avoir. Si je veux aller faire de la photo de sport ou de l'animalier, je vais prendre mon R5, je vais pas prendre ça. De toute façon, ça vraiment, moi j'en avais besoin. J'avais besoin de le tester vraiment pour une utilisation principalement studio, on va dire, ou des shootings sur place où on va se déplacer, que ce soit dans un théâtre, dans un bureau pour des directeurs ou des choses comme ça. Sur ces points-là, vraiment, il ne m'a pas déçu. Une autre chose que j'ai pas abordée, que je n'ai pas testé, parce que j'étais pas là pour ça, c'est le mode vidéo. C'est un appareil qui est capable de filmer. Ce qui m'intéressait là, c'était vraiment la partie photo. Je ne me suis pas attardé sur la partie vidéo parce que j'ai un matériel dédié pour la vidéo. Quand je filme avec mon matériel aussi qui est dédié. Je vais pas changer ça. Même si tout d'un coup, en termes d'appareil photo principal, je switcherai là-dessus. Je pense que ma caméra restera ma caméra actuelle ou son évolution, mais je pense pas aller sur une autre marque que Canon en termes de caméra cinéma. Parce que j'y suis très bien, simplement. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cet appareil. J'ai été vraiment très content de pouvoir le tester, surtout de pouvoir le tester dans ces conditions-là, c'est-à-dire l'avoir aussi longtemps, avec autant de matériel, pour pouvoir vraiment faire mes tests comme j'avais besoin de les faire, sans contrainte, sans me dire il me manque ci ou il me manque ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si je devais changer demain, je le prends directement sans trop réfléchir. Toute l'ergonomie qu'ils ont mis dedans, que ce soit l'interface, que ce soit les menus, la prise en main, tout est réfléchi et mis en place pour être quelque chose qui soit utilisable. Que ce soit dans un monde professionnel ou amateur, mais en tout cas, moi, en tant que professionnel, j'ai vraiment trouvé mon compte et j'ai trouvé vraiment que c'était un appareil qui était très abouti. Là, au final, ce qui m'empêche de faire ce switch-là, c'est plus une question de coût que de volonté. Simplement parce que je crois que rien que le kit là, entre le boîtier et l'objectif, on doit être autour des 9 à 10 000 francs, je pense, facilement, sans trop de soucis. Forcément ça aussi ça amène une réflexion, mais le jour où vraiment je dois changer et que j'ai la possibilité de le faire, je pense que très sincèrement c'est une option que je vais envisager. Avant de se quitter, je tiens encore une fois à remercier Fujifilm Suisse et particulièrement Francine de m'avoir fait confiance et de m'avoir mis à disposition ce matériel. Je pense que je les soupçonne d'être assez confiants du matériel qu'ils ont sorti pour ne pas avoir besoin de structurer ou d'obliger les gens à dire du bien ou du mal de ces appareils-là. Je tiens également à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite grandement à me suivre sur les autres réseaux sociaux et si vous voulez voir le reste de mon travail, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. Un meilleur boîtier, voire le meilleur boîtier, ne fera jamais de vous un meilleur photographe. Et sur ce, je vous dis à bientôt.